On a mené 20 auditions et il nous en reste tout autant pour la deuxième partie, la suite en fait, après la coupure parlementaire. Il y a eu 3 visites de terrain avec les 2 co-rapporteurs, 10 institutions contrôlées, des milliers de feuilles de documents récupérées, analysées, lues et étudiées. Une centaine de contributions écrites, des témoignages nombreux, des mails de victimes très nombreux. Nous prenons ces témoignages et ces contributions écrites pour le rapport à venir. Ce qu'il nous reste à faire, je vous avais parlé des 3 grandes étapes. La première étape, c'était d'entendre les victimes. La seconde étape, c'était d'entendre les administrations, et notamment le ministère de l'Éducation, mais aussi le ministère de la Justice. Et la troisième étape, ce sera d'entendre les gouvernants, les anciens ministres de l'Éducation la ministre actuelle. Et bien sûr, dans les anciens ministres de l'Éducation, nous aurons François Bayrou. Donc la première étape d'entendre les victimes et les collectifs, surtout de victimes, est terminée. La deuxième étape est en cours. Et nous la terminerons à la rentrée parlementaire, c'est-à-dire à partir de la semaine du 29 avril. Et la troisième étape, ce sera celle d'auditionner les ministres, aura lieu courant mai. Nous entendrons Mme Nicole Belloubet, M. Blanquer, M. Papendiaï, Mme Royal, Mme Borne et M. Darmanin. Nous finirons par Mme Borne, qui est la ministre d'exercice actuelle. Et nous entendrons notre Premier ministre, qui a été ministre de l'Éducation nationale, M. Bayrou, le 14 mai à 17 h. La convocation est envoyée, il sera bien là le 14 mai à 17 h. Je vais laisser la parole maintenant à mes collègues pour vous faire le constat d'étape comme promis. Merci Madame la Présidente. Un petit point donc d'étape à mi-parcours de nos auditions. Nous vous avions dit notre sentiment que notre commission d'enquête était forte, qu'elle déployait sa force partout dans le pays à l'occasion de nos contrôles et ici à l'Assemblée nationale. Et je veux redire que jusqu'ici, toutes les portes nous ont été ouvertes, qu'à chaque fois que nous avons voulu exercer nos prérogatives, nous sommes parvenus à le faire, y compris là où des résistances dans le passé avaient pu se manifester. Je pense à l'évêché de Bayonne qui n'avait pas transmis l'ensemble des documents que la SIAZ lui demandait. Et l'évêque de Bayonne nous a reçus, la direction diocésaine des Pyrénées-Atlantiques nous a reçus il y a quelques semaines lorsque nous nous sommes rendus sur place. Vous dire aussi qu'y compris lorsque, à Riaumont, il y a quelques jours, lorsqu'avec Violette Spielbout, nous nous sommes rendus sur place dans cet ancien établissement hors contrat, même si notre contrôle s'est exercé dans des conditions de tension, avec la volonté de surveiller le contrôle, nous avons fait respecter nos pouvoirs, nos prérogatives et notre contrôle a été conduit là où il devait l'être et nous sommes repartis de Riaumont après avoir vu ce que nous voulions voir et en récupérant les documents que nous voulions saisir. Vous dire aussi que d'ores et déjà, le sentiment de force de cette commission peut trouver à être constaté après certains échanges. Je pense notamment à l'audition du secrétariat général à l'enseignement catholique, qui paraît marquer un changement très important, un changement de ton d'abord, car le secrétariat général à l'enseignement catholique, lorsqu'il s'adressait il y a quelques semaines encore au ministère de l'Éducation nationale par des courriers, le faisait avec une sorte d'aplomb dont on peut considérer qu'il était d'ailleurs déplacé, exigeant du ministère de l'Éducation nationale un certain nombre de choses, en particulier exigeant de lui qu'il renonce à des modalités de contrôle. Eh bien, lorsque nous avons entendu le secrétaire général, il est, je crois, revenu entièrement sur ce positionnement et souhaitant désormais que l'État puisse assurer le contrôle dans les établissements scolaires, y compris en matière de vie scolaire, qui est un changement très important. Et le secrétaire général a aussi pris l'engagement que le programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, qui en matière de prévention des violences sexuelles est un enseignement qui est indispensable, le secrétaire général a pris l'engagement que cet enseignement soit dispensé partout dans les établissements privés sous contrat qui relèvent du SGEC, tel qu'il est dispensé dans l'école publique. Ce sont des points importants, des premiers points importants qui témoignent de la force de nos travaux, mais je laisse Spielbout poursuivre. Bonjour à tous. La force de nos travaux, c'est aussi la modification d'un certain nombre de contrôles
en même temps que nous menons nos travaux de commission d'enquête, et c'est l'accélération d'un certain nombre de process. Alors la modification, c'est par exemple lorsque nous étions sur place avec mon co-rapporteur Paul Vanier dans le sud-ouest, en discussion avec la rectrice à Bordeaux, et nous lui avons fait part de la façon dont les élèves étaient sélectionnés pour être auditionnés pendant l'inspection académique au collège Boramo qui était en train de se dérouler. Il nous semblait qu'il n'y avait pas suffisamment de place à l'aléatoire, à l'inopiné, à pouvoir entendre la parole de ceux qui n'avaient pas été sélectionnés. Et elle a immédiatement pris son téléphone, ce qui a permis de modifier la méthode d'inspection dans ce collège particulièrement sous les regards, y compris médiatiques aujourd'hui. Deuxième sujet sur la force de cette commission, l'accélération d'un certain nombre de réunions, de procédures qui sont en discussion depuis longtemps. Je pense par exemple au témoignage de la directrice générale du 119, ce numéro de téléphone de protection et de signalement dédié spécifiquement aux violences faites aux enfants, qui nous a indiqué à quel point notre commission d'enquête accélérait les relations et les réunions de travail avec le ministère de l'Éducation nationale et de la Justice pour que les signalements remontent plus vite et soient traités plus vite. Et puis, troisième accélération qui montre la force de cette commission d'enquête, c'est ce plan d'action qui a été annoncé 4 jours après la première visite sur place de Paul Vanier et moi-même dans le cadre de la commission d'enquête au ministère de l'Éducation nationale. Ce plan d'action de la ministre d'État, Madame Elisabeth Borne, Brisons le silence, qui comprend un questionnaire adressé aux élèves et qui comprend l'extension de l'application Fait établissement, une application de signalement de violence et de manquement aux règles de la République, au secteur de l'enseignement privé, projet qui était dans les cartons depuis 6 ans. Nous l'avons mesuré à travers les documents et qui a pu être accéléré à travers l'action que nous menons pour cette commission d'enquête. Après la force de cette commission d'enquête, nous vous avions parlé aussi, dès le démarrage, de l'utilité de cette commission d'enquête. L'utilité de cette commission d'enquête, elle est avant tout, on le voit, la libération de la parole. Une libération de la parole massive, à la fois au sein de collectifs qui étaient déjà constitués, à Bétharram, à Ustaritz, à Riomont, mais aussi par les témoignages que vous a évoqué notre présidente, puisqu'on a une centaine de mails qu'on reçoit, Paul Vanier, Fatia Kelwachi et moi-même, directement, de personnes qui osent parler aujourd'hui. Et cette libération de la parole, elle se manifeste par la concrétisation de divers collectifs. Nous en avons auditionné dès les premiers jours une dizaine, mais encore aujourd'hui, il y en a qui sont en formation. J'ai été moi-même contactée par un Lillois qui avait été victime de violences dans un établissement privé de Bretagne, et dans l'échange que j'ai eu avec lui pendant 1 heure cette semaine, il a finalement compris comment fonctionnaient les autres. On lui a expliqué ce qui se passait en ce moment, et il a pris la décision de fonder un collectif sur l'établissement avec les différentes personnes avec qui il parlait sur Facebook. Donc on voit à quel point cette commission est utile. Et puis les plaintes, je parlais de Bétharram, plus de 200 plaintes, Ustaritz, 11 plaintes, Neuilly qui fait l'actualité aujourd'hui avec des plaintes en cours de dépôt, et puis Riomont dans ma région des Hauts-de-France où il y a déjà de nombreuses plaintes qui étaient pour toutes prescrites, et hier a été annoncé le dépôt d'une plainte non prescrite qui va certainement pouvoir faire réouvrir l'action judiciaire et l'étendre aux années passées où ces enfants, ces jeunes garçons ont été victimes de violences. Donc une utilité qui n'est plus à démontrer. Une utilité que nous croyons manifester également, et c'est une obligation, bien sûr, des députés, mais en faisant des articles 40, en signalant au procureur de la République partout en France des signalements qui nous sont transmis à Fatia Kelwachi, à Violette Spielbout ou à moi-même. Et nous avons ensemble, tous les trois, déjà adressé 10 articles 40 à des procureurs partout en France. Et nous sommes en train de traiter 12 signalements supplémentaires. Donc nous sommes à plus d'une bonne vingtaine de signalements qui concernent des faits qui se seraient produits dans 16 départements. Et nous pensons qu'évidemment, notre rôle est de continuer à mobiliser l'institution judiciaire pour que ces signalements soient traités et pour que d'éventuelles justice soit engagée. Vous dire aussi que nous nous réjouissons de voir qu'à l'occasion de nos auditions, des réponses très concrètes ont pu être apportées à la fois aux victimes en leur rappelant que lorsqu'elles portent plainte, y compris quand ces plaintes peuvent concerner des faits qui sont prescrits, eh bien des enquêtes
sont ouvertes, sont systématiquement ouvertes, qu'elles peuvent conduire à identifier des agresseurs et qu'elles peuvent donc conduire à empêcher que ces agresseurs agissent demain et se satisfaire que lors de nos auditions, des rappels aient pu être, nous l'espérons, entendus par le plus grand nombre et notamment par les personnels de l'éducation nationale, les personnels qui sont parfois au contact des victimes, la nécessité notamment de faire des informations préoccupantes, la nécessité de se saisir, là encore, de l'article 40. Ce sont des éléments importants qui, tout de suite, maintenant, nous permettent de lutter contre les phénomènes de violence faits aux enfants dans les établissements scolaires. Alors, forte, utile, notre commission d'enquête est, nous en avons la certitude, très attendue par les victimes, et vous dire l'émotion que nous rencontrons à la fois lorsque nous nous déplaçons, lorsque nous les entendons, le sens de la responsabilité qui nous accompagne lorsque ces victimes nous indiquent qu'elles ont le sentiment pour la première fois qu'à travers notre action, il y a une reconnaissance de la part des institutions, des services de l'État, et vous dire que cette émotion, elle est aussi palpable chez ceux qui, au moment où ces faits parfois ont été signalés dans les années 80-90, ont tenté d'investiguer, de les arrêter et qui peuvent avoir un sentiment d'inachevé, d'amertume, de frustration et qui se remémorant des faits anciens à la lumière d'informations qui sont apparues depuis, eh bien, nous partagent leur sentiment de voir ce système de contrôle évoluer très fortement pour demain empêcher de nouveaux crimes. Vous dire que ce sentiment d'attente, nous le percevons aussi lorsque les caméras s'éteignent ou à l'issue de certaines tables rondes que nous avons conduites un peu partout dans le pays depuis désormais un mois, des fonctionnaires viennent nous saluer, nous remercier pour notre travail, nous encourager à poursuivre parce que eux qui sont d'un certain point de vue en première ligne savent qu'il manque parfois d'outils pour agir, savent qu'il faut faire évoluer le cadre législatif pour être plus fort, plus à même d'empêcher ces violences physiques, psychologiques, sexuelles dans les établissements scolaires. Et vous dire enfin que cette attente, c'est celle de toute la société. Certaines victimes ont parlé d'un MeToo scolaire et nous savons que nos travaux sont regardés, écoutés avec beaucoup d'attention par toutes les Françaises et par tous les Français qui, toutes et tous, directement ou indirectement, ont eu affaire à cette question des violences sur les enfants, qui sont des violences de masse, qu'il s'agisse des violences physiques ou des violences sexuelles, qui touchent et ont touché des centaines de milliers, des millions de nos compatriotes. C'est aussi en ayant cela à l'esprit que nous travaillons. Vous l'avez compris, cette commission d'enquête, elle est forte, elle est utile et elle est très attendue. Nous mesurons cette responsabilité que nous avons de poursuivre les travaux en toute indépendance et avec extrêmement de sérieux, malgré une émotion qui parfois peut être extrêmement forte. Et cette émotion, cette amertume, les regrets, les frustrations, cela guide aussi l'engagement avec lequel nous travaillons déjà sur des constats qui nous amèneront à des propositions. Alors, ces premiers constats, on vous en a déjà partagé quelques-uns au moment de la visite sur place, notamment dans le sud-ouest et à Riaumont. C'est le constat de la désorganisation, des responsabilités, et donc de la déresponsabilisation d'un certain nombre d'acteurs sur le recueil de la parole, le suivi des signalements, le traitement de ces signalements et le retour à ceux qui ont été les lanceurs d'alerte. Cette absence de retour est particulièrement déresponsabilisante. Cela fait baisser les bras à des parents, à des enseignants, et je pense en particulier aux chefs d'établissement du premier degré, qui sont souvent très seuls par rapport à ces sujets de libération de la parole, et qui, lorsqu'ils n'ont plus aucune nouvelle après avoir fait une information préoccupante ou un signalement, eh bien, peuvent baisser les bras. C'est aussi ça que nous combattons. Il faut absolument que notre commission d'enquête soit utile pour l'avenir. Deuxième constat, le sujet du tabou sur les contrôles dans les établissements privés. Il ne vous a pas échappé, on a parlé beaucoup pour Betara, mais on le voit pour beaucoup d'autres cas, que pendant des années, des dizaines d'années, des établissements privés sous contrat n'ont vu aucun inspecteur pour un contrôle administratif ou un contrôle de climat scolaire. Donc cela, il va falloir que ça change. Nous travaillons sur les perspectives, mais un tabou en particulier parce qu'on voit que dans le domaine des établissements privés sous contrat, il y a deux poids, deux mesures.
et ça je peux le dire de la même façon, avec beaucoup d'objectivité, parce que hier nous avions une audition avec 2 préfets qui avaient mené un certain nombre d'investigations avec l'éducation nationale, la justice, les départements, les services financiers, pour rompre des contrats d'établissements musulmans privés sous contrat, et qui avaient donc été jusqu'au bout de cette procédure. Nous avons vu quels moyens les préfets peuvent mettre en œuvre aux côtés des recteurs pour agir, pour faire d'un signalement un certain nombre d'enquêtes et d'investigations et rendre concret jusqu'à ce qu'il y ait une décision autour d'une commission de concertation. Il est donc possible de faire agir ces mêmes moyens pour lutter contre les violences faites à l'école et pour lutter contre des violences systémiques passées, mais aussi actuelles. Quand nous sortons de Riaumont, quand nous sortons de Bétharram, on voit qu'encore aujourd'hui, il y a des sujets de violence. Encore aujourd'hui, nous mesurons à quel point les ramifications parfois financières, les liens de non-indépendance ou les conflits d'intérêts qu'il peut y avoir entre les OGEC, les parents d'élèves, tous ces sujets-là méritent plus de transparence et des enquêtes approfondies qui ne peuvent pas se limiter, comme au Boramo aujourd'hui, à une inspection académique simple. Donc oui, les préfets ont le pouvoir d'agir aujourd'hui et cela guidera une partie de nos réflexions qui seront des propositions concrètes à la fin du mois de juin autour de la fréquence des contrôles, des modalités de contrôle, de qui a le pouvoir de contrôler et comment, et du suivi et de l'effectivité de ces contrôles dans le temps après que les rapports aient été rendus. Vous le voyez, nous avons encore beaucoup de travail. Et puis, dernier constat avant l'échange avec vous, mais ce matin, nous avions 3 auditions très importantes, celle de l'inspecteur qui s'est rendu à Bétharram en 1996, celle du gendarme Hontan et celle du juge Mirande. 3 auditions très importantes qui, pour nous, témoignent, remettent en cause la version du Premier ministre, de François Bayrou, sa version de sa connaissance des faits de violence physique et de violence sexuelle à l'époque, et puis qui interroge sur son inaction, sur les propos qu'il a tenus aussi devant les députés, ici à l'Assemblée nationale, et devant les victimes de Bétharram à Pau en février 2025. Ce matin, sous serment, devant la commission d'enquête, un gendarme avec des états de service exceptionnels, un juge, le juge Mirande, ont témoigné de façon parfaitement concordante, ont point par point contredit les propos de l'actuel Premier ministre et nous ont présenté des témoignages qui, disent-ils, sont corroborés par des témoins, par un autre gendarme, un autre membre de la section de recherche de Pau, par l'entourage familial du juge Mirande. Évidemment, ce sont des témoignages que nous avons cherché à vérifier dans le cadre de la poursuite de nos travaux, mais ils paraissent très importants à l'approche de la convocation et de l'audition de François Bayrou. Enfin, un mot sur ce que peut-être nous retenons de l'échange avec Monsieur Latrubès, l'inspecteur d'académie qui s'est rendu à Bétharram en 1996, le sentiment qu'il avait là face à lui une forme de mission impossible à remplir puisque convoqué la veille pour le lendemain, envoyé à plusieurs centaines de kilomètres de là où il était pour réaliser en une journée le contrôle d'un établissement tout entier, pour réaliser ce contrôle seul, un contrôle qu'il n'avait jamais auparavant au cours de sa carrière réalisé dans un type d'établissement, un établissement privé sous contrat qu'il ne connaissait pas, un contrôle réalisé un vendredi, un rapport devant être rendu, et il l'a rendu le lundi, et qui sera le mardi matin sur la table de François Bayrou, alors sur le bureau de François Bayrou, alors ministre de l'Éducation nationale. Rapport très succinct, rapport contradictoire qui, par bien des aspects, donne le sentiment d'être un rapport de complaisance, une inspection de complaisance sur la commande de qui et au service de qui. Ce sont des questions qui restent devant nous et que nous allons continuer à poser dans le cadre des futures auditions qui se dessinent maintenant.